Tu veux faire ton premier bivouac, mais t'as peur de mal réussir parce qu'en plus t'as vu le projet Blair Witch et du coup t'as peur de mal dormir? Alors ne t'inquiète pas, je vais te donner 5 grands conseils où t'es sûr de réussir ton bivouac à chaque fois. Pareil aussi pour ceux qui font des erreurs et qui souhaitent améliorer aussi leurs conditions de bivouac. Salut à toi, je m'appelle Clélia et bienvenue sur ma chaîne. Premier grand conseil que je peux te donner, c'est bien préparer ton sac. Quand je parle de préparation du sac, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération et notamment le premier, ça va être la contenance de ton sac. Selon si tu pars sur plusieurs journées, une seule journée, si tu fais beaucoup de marches ou si tu restes simplement bivouaqué sur un endroit, tu vas pas forcément prendre le même type de sac, tu vas pas avoir besoin de la même contenance. Si tu pars en été, tu vas pas avoir le même type de sac non plus que si tu pars en hiver. En hiver, on a toujours besoin de pulls supplémentaires, de vestes supplémentaires, donc il te faut un sac qui soit relativement grand. En été, c'est plutôt l'inverse. On va avoir moins besoin d'affaires supplémentaires pour pouvoir se protéger du froid, mais par contre, tu vas peut-être avoir besoin de plus d'eau. À voir si tu prends un sac plus léger, avec une contenance peut-être plus petite. Quand tu parles de la contenance du sac, tu parles également aussi du choix de la marque. Chacun a ses préférences en termes de marque. Savoir ce que tu fais va peut-être t'orienter aussi vers un choix d'une marque en particulier. Je te donne un exemple pour ma part. Moi qui bivouaque beaucoup, qui ai besoin de bien compartimenter mon sac, j'ai besoin d'un sac avec beaucoup de poches. Maintenant, si tu veux un sac hyper compact parce que tu vas voyager et que tu vas avoir besoin de mettre beaucoup de choses dedans et que tu vas faire beaucoup de marches avec, tu vas peut-être avoir besoin d'un sac beaucoup plus léger et ce sera à toi de compartimenter à l'intérieur. Mais il te faut un sac qui sera résistant. Pareil, si tu pars dans le désert, tu vas pas prendre le même type de sac que si tu pars en forêt tropicale ou en forêt tempérée avec beaucoup de ronces. Tu vas pas avoir besoin de la même solidité de sac. Pour anticiper au maximum les différentes situations sur lesquelles tu vas pouvoir te retrouver, si tu tombes en face d'une victime que tu as besoin de secourir sur ton chemin, si toi tu te fais mal, il peut y avoir plusieurs situations. Pour éviter de mettre ta vie en danger, il est important aussi de bien anticiper et de bien préparer son sac et de savoir ce que tu vas mettre dedans. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est en priorité, tu vas mettre les 5 C. Quand je parle des 5 C, c'est un couvrant, un contenant, un moyen de combustion, un cordage et un coupant. Alors ces 5 C doivent être tes éléments de base dans ton sac à dos, un fond de sac, mais n'oublie pas que 2 c'est 1 et 1 c'est rien. Il vaut mieux doubler les objets de la même famille et surtout, si tu veux rajouter des choses, tu peux rajouter autant de choses que tu veux à partir du moment où tu peux porter ton sac, mais laisse toujours un petit peu de place dans ton sac si jamais tu tombes sur des choses que tu dois récupérer et mettre dans ton sac, des déchets ou d'autres choses qui vont te permettre d'allumer ton feu et d'anticiper d'autres situations de bivouac. N'oublie pas de prendre d'autres choses qui sont primordiales comme la trousse de premier secours et dans cette trousse de premier secours, tu peux par exemple ajouter soit un moyen de communication comme une radio ou alors un téléphone, pas un smartphone, juste un téléphone avec une batterie qui se retire sur lequel tu peux joindre des personnes à contacter en cas d'urgence éventuellement ou des numéros d'urgence. Tu peux prendre d'autres moyens de communication comme des sifflets ou ce genre de choses. Pour les radios, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à la regarder si ça te semble pertinent, d'autant plus que les radios c'est quand même assez important de les avoir, notamment quand tu es en bord de mer. Et bien sûr, dans ta trousse de premier secours, ne prends que des choses dont tu sais te servir. Le deuxième grand conseil que je peux te donner, c'est bien choisir ton lieu de bivouac. Déjà, prends en considération ton approvisionnement. Est-ce que ta zone est bien approvisionnée en eau, en plantes, en bois? Si elle est bien approvisionnée en eau, quel type de source d'eau tu as à proximité? Est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est un lac? Est-ce que c'est une rivière? Si tu as les trois en même temps, ce que je te conseille de faire, c'est d'être juste à côté de la source qui est la plus claire parce qu'elle sera plus facile à purifier. L'approvisionnement en plantes aussi, si tu souhaites consommer des plantes, mais assure-toi de bien connaître les plantes au départ. Ne t'installe pas dans une zone où tu ne connais pas les plantes et tu vas te dire oh, je vais tester, on verra bien. Non, non, tu ne cueilles une plante que si tu la connais et si
tu peux la consommer ou l'utiliser pour autre chose. Pour l'approvisionnement en bois, ça va être le même principe. Même si tu fais pas des très grands feux, il te faut du bois qui soit très très sec, que ce soit de la brindille comme à la bûche fondue. Assure-toi aussi que le bois n'est pas toxique, parce qu'il y a certains arbres que tu ne peux pas couper et faire brûler après, comme l'if par exemple, parce que c'est hyper toxique, y compris la fumée. Et assure-toi d'avoir du bois sec et mort et pas vert, surtout pas. Dans le choix de ton lieu de bivouac, il est important aussi de prendre en considération ta sécurité. La sécurité, ça va être par exemple de ne pas se mettre sur un passage de gros animaux, ça va être de ne pas se mettre en bas d'une falaise, pas à proximité du lit d'une rivière, pas sous des arbres qui sont morts, sur des lieux qui sont plats, qui ne soient pas sur pente légère, parce que sinon tu vas mal dormir. Vérifie que tu n'as pas de nid d'insectes à proximité ou là où tu vas poser ton abri. Enfin, tout ça à bien prendre en considération et à bien garder en mémoire. Et pour ça, n'oublie pas de prendre ta carte IGN ou alors d'imprimer une carte de géoportail de la zone où tu vas bivouaquer, parce que rien qu'avec la topographie, la lecture topographique, tu vas pouvoir te repérer facilement et détecter la zone la plus appropriée. Troisième grand conseil que je peux te donner pour assurer ton bivouac et notamment ta nuit, ça va être le montage de ton abri. Je ne m'étendrai pas sur les tentes parce que de toute façon, je préfère les tarpes, notamment pour coller avec la législation sur le bivouac, parce que c'est plus facile à monter et c'est beaucoup plus polyvalent. Par contre, pour pouvoir monter ton abri, il te faut absolument du cordage et du coup bien connaître aussi des nœuds. Alors t'es pas obligé d'en connaître une centaine, 3 nœuds peuvent suffire à partir du moment où tu les maîtrises bien, qui sont faciles à faire, faciles à défaire et qu'ils soient polyvalents. Tu peux par exemple prendre le nœud de chaise, parce que le nœud de chaise, une fois qu'il est sous tension, peu importe le climat, s'il y a pluie, vent, froid, c'est un nœud marin à la base, donc qui reste en place et qui reste facile à défaire. Tu peux prendre le nœud tendeur, parce que le nœud tendeur est quand même assez primordial, notamment pour tendre bien ton tarp, notamment la faîtière de ton tarp, pour éviter d'avoir des récupérateurs d'eau sur ton tarp que tu ne voudrais pas. Et pourquoi pas le nœud sibérien, parce que le nœud sibérien est assez polyvalent. Une fois qu'il est accroché autour d'un axe fixe, il se resserre quand il est sous tension et tu peux très bien l'utiliser également pour pouvoir rapporter des gros fagots de bois. Pour monter ton abri et ton tarp à proprement parler, il existe plein de montages différents que tu peux retrouver sur internet qui sont plus ou moins compliqués. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de rester sur quelque chose de très simple, très facile à moduler et très facile à monter. Ça va être le double appentis avec 2 côtés ouverts, un plus haut que l'autre, et tu vas pouvoir le moduler en fonction du vent, quoi. Tu peux le baisser ou le monter, sachant que tu vas avoir plus de place à l'intérieur pour pouvoir te changer. Tu vas avoir une ventilation suffisamment importante pour pas qu'il y ait de condensation à l'intérieur de ton tarp, et ça te laisse une petite vue sur les étoiles ou une petite vue si jamais tu entends un bruit bizarre. Tu peux tout de suite sortir la tête et voir ce qui se passe. Si l'abri doit être bien monté, notamment pour gérer sa thermorégulation, il y a un deuxième facteur qui est super important, et là on arrive sur un nouveau gros conseil, ça va être bien réussir son feu. Mais avant de bien réussir son feu, il faut savoir déjà si tu as le droit de faire du feu. Le feu est hyper réglementé et notamment en France. Tu as, à une certaine période de l'année, beaucoup d'endroits en France où il est strictement interdit de faire du feu à cause de la sécheresse. Je t'invite à regarder absolument les arrêtés préfectoraux sur le sujet. Si tu ne peux pas faire de feu, tu n'auras pas le choix que d'utiliser autre chose qu'un réchaud. Donc des réchauds, il en existe plein, des plus ou moins fiables. Le seul facteur que tu auras à prendre en compte, c'est si tu as suffisamment de gaz pour pouvoir faire cuire tes aliments et éventuellement faire bouillir de l'eau. Si tu sais que tu as le droit de faire du feu, alors, dans ces cas-là, il y a un premier facteur qu'il faut que tu prennes en compte pour bien réussir ton feu, ça va être le choix du bois. Déjà, ne prends pas du bois qui est au sol parce qu'il sera hyper humide. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir de la braise, c'est pas d'avoir de la fumée. Ton bois, il va falloir que tu le sélectionnes. Alors, de préférence, tu prends du bois qui est mort sur pied, ou alors tu peux prendre du bois mort qui est en équilibre sur d'autres branches d'arbres qui sont vivantes, elles, et qui retiennent ce bois qui est encore sec parce que pas en contact direct avec le sol.
il faut que tu coupes à la bonne section pour que ça puisse rentrer dans ton réchaud, ou dans ta petite gamelle, dans ta petite coupole où tu vas faire ton feu. C'est important. Il faut aussi que tu puisses le couper à cœur. Bien fendu, à cœur, il reste sec, même si l'extérieur est un petit peu humide. N'oublie pas que pour respecter le triangle du feu, pour pouvoir bien réussir ton feu, il faut que tu aies de la matière, du bois proportionnel à ta source de chaleur. Donc, commence par de la petite brindille, après du bois un petit peu plus gros, encore plus gros, après du bois fendu et bien sec à cœur. Essaye de choisir aussi des arbres qui sont assez denses mais pas trop, parce que sinon tu vas te fatiguer. Une fois que tu as sélectionné, récupéré, débité, fendu ton bois, à ce moment-là, comme tu sais qu'il ne faut pas récupérer le bois directement au sol, quand tu vas le stocker, ne le pose pas directement au sol. Pose-le sur une grille de ta coupole, pose-le sur ton sac, pose-le sur ta bâche, pose-le sur un sac poubelle, ou prends d'autres bois, mets-les perpendiculaires pour que tu puisses après mettre par-dessus ton bois qui va te servir pour le feu. Et surtout, pense à le classer par ordre de taille. Ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir alimenter ton feu. On en arrive à un point aussi hyper important, ça va être la sécurité de ton feu. J'insiste, j'ai eu des discussions avec un pompier professionnel justement fin de l'année dernière pendant mes stages qui m'a confirmé que les départs de feu en forêt non volontaires étaient souvent liés à des feux souterrains. Quand je parle de feux souterrains, tu te souviens du triangle du feu, tu as besoin de matière, d'air et de chaleur. Si tu viens faire un feu au sol, que tu l'alimentes pendant toute la nuit et que tu ne prends pas suffisamment d'eau pour éteindre ton feu, tu vas peut-être avoir une racine d'arbre qui est mort à proximité, qui aura chauffé pendant toute la nuit et donc du coup qui va se consumer un petit peu puisque la racine va être poreuse. Donc tu as de la matière car tu as du bois de la racine, tu as de l'air parce que c'est poreux, tu viens alimenter avec une source de chaleur qui va se consumer tout doucement et puis après quand ça va atterrir au tronc, c'est tout le tronc qui va prendre feu et après ça va être toute la forêt qui va prendre feu. Je te conseille fortement pour éviter de déclencher ce type de feu souterrain, de prendre un récipient, comme ça tu peux contrôler ton feu et surtout tu viens le mettre sur un caillou pour le surélever ou alors tu t'arranges pour qu'il y ait de la ventilation en dessous, que tu ne sois pas en contact direct avec le sol. Ça t'évitera en même temps de tuer la faune aussi qui est dans le sol et garde toujours à côté de toi une source d'eau pour pouvoir éteindre rapidement ton feu si besoin. Pour démarrer ton feu, tu vas avoir besoin d'un mode d'ignition de feu et d'initiateur de feu, avant les brindilles. Parce que les brindilles, c'est déjà trop gros pour pouvoir démarrer ton feu. Comme mode d'ignition de feu, moi, ce que je te conseille d'avoir, c'est la pierre à feu, parce que c'est quand même plus résistant. Alors, pierre à feu, tu vas me dire, c'est quoi? C'est le Fire Steel, la barre de ferrocérium, là. C'est hyper résilient. Tu perds le grattoir, tu auras toujours un autre grattoir à proximité pour pouvoir gratter ta pierre à feu et puis envoyer des étincelles. Si c'est mouillé, elle fonctionnera toujours. Si tu as des températures négatives, ça fonctionnera toujours. Comme 2 c'est 1 et 1 c'est 0, comme je le dis souvent, tu peux très bien prendre en backup un petit briquet que tu vas venir sécuriser dans une chambre à air par exemple ou dans une petite boîte hermétique et comme ça ne prendra ni l'humidité et puis ça le conservera aussi un petit peu plus au chaud si tu as des températures assez basses. Pour les initiateurs de feu, en fonction de ta source de chaleur, donc ton mode d'initiation de feu, tu vas pas prendre la même chose. Avec la pierre à feu, je te conseille de prendre plutôt du bois gras ou de l'écorce de bouleau. J'en parle assez régulièrement, je vais pas revenir sur le sujet. Le briquet, ça te donne la possibilité de faire cramer un petit peu plus de choses sans trop te préoccuper de faire de la toute petite matière, etc. Et si jamais tu es déjà venu en stage avec moi ou que tu connais ce mode d'initiation de feu, tu peux tout à fait emmener un briquet à percussion. Et si tu emmènes un briquet à percussion, à ce moment-là, tu vas choisir des initiateurs de feu qui vont être encore plus volatiles, mais qui vont pouvoir récupérer la braise du briquet à percussion. Quand tu as débité ton bois, peut-être que tu avais des diamètres qui étaient un peu trop gros et que tu avais besoin de refendre parce que une fois fendu, déjà c'est plus sec à cœur et en plus de ça, ça brûle mieux. Ou peut-être que c'était trop long et que du coup ça rentrait pas dans ta coupole et pour éviter justement que tu mettes le feu à la forêt, tu peux avoir des outils qui vont te permettre de raccourcir ou de fendre ton bois. Pour ce faire, soit tu as choisi de prendre un couteau à lame fixe. L'avantage du couteau à lame fixe,
c'est que c'est solide. Si tu te mets sur un bio, c'est une technique de bâtonnage qui est hyper facile et très sécurisée. Ça te permet de faire des toutes petites sections, voire des allumettes. Si vraiment c'est très très humide, ça va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir démarrer ton feu et réussir ton feu plus facilement. Avec ton couteau, c'est assez polyvalent aussi, donc tu peux très bien faire des piquets pour pouvoir tendre ton tarp. Donc la technique de bâtonnage au couteau, c'est quand même assez pratique, assez polyvalent si tu ne veux prendre que le couteau. Tu vas rester sur de diamètre qui va être assez petit, comparé à une hachette par exemple. Si tu préfères la hachette à ce moment-là, si tu as l'habitude, c'est bien, parce que la hachette c'est un petit peu plus lourd, c'est un petit peu moins sécurisé que le couteau à lame fixe, mais c'est très efficace, ça va plus vite aussi pour pouvoir faire tes piquets. Tu peux moduler après, tu peux prendre soit ton couteau à lame fixe et puis au coup suivant tu peux prendre ta hachette, soit tu peux prendre les deux si elles sont assez légères et que tu arrives à porter ça dans ton sac. Et après tu as la scie, bien évidemment. La scie c'est quand même plus pratique qu'un couteau ou une hachette pour pouvoir débiter du bois, vraiment couper des longues branches et les mettre à une bonne section, à une bonne taille, à une bonne longueur pour que ça puisse rentrer dans ta coupole ou dans ton réchaud. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une scie. Après t'as les scies à cadre, les scies pliantes. Moi j'ai toujours une scie pliante, mais après c'est ton choix, hein. Tu fais ce que tu veux. Une fois que tu as bien réussi ton feu, tu vas pouvoir t'en servir pour faire cuire des aliments ou pour pouvoir faire bouillir de l'eau. Et oui, on en arrive donc au dernier grand conseil que je vais pouvoir te donner. Ça va être tout ce qui va concerner l'alimentation solide et l'alimentation en eau. Je commence volontairement par l'alimentation solide. L'alimentation solide, c'est quand même important parce que tu as besoin d'énergie. Et pour avoir cette énergie, tu peux la trouver dans plusieurs types de nourriture. Premier type de nourriture que tu peux retrouver, ça va être les plats lyophilisés. Les plats lyophilisés, c'est bien, ça prend pas de place, c'est léger, c'est compact, ça a une valeur nutritionnelle calorique assez importante quand tu manges un plat par exemple. Par contre, tu vas avoir besoin d'un petit peu plus d'eau aussi pour pouvoir réhydrater tes produits. C'est hyper bon. En plus, tu as des super produits maintenant qui sont faits et sans conservateur. Ça te donne suffisamment d'énergie et puis tu manges un plat lyophilisé et bon, t'es repu après quoi. Ensuite, tu vas avoir la ration de survie. Les rations de survie ou les rations de l'armée. Ces rations de survie ou ces rations de l'armée sont très intéressantes, même si elles sont plus lourdes, elles prennent plus de place, mais elles ont une valeur nutritionnelle et une valeur énergétique, un apport en calories qui n'est surtout pas à mettre de côté. Si tu prends la ration 12 heures ou la ration 24 heures, tu vas pas avoir le même type de plat et surtout, tu vas avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Tu vas retrouver du café, tu vas retrouver d'autres boissons, tu vas retrouver des boissons énergétiques, tu vas retrouver des apports en sucre rapide dont tu as besoin, surtout si tu fais beaucoup d'efforts. Tout est déjà prêt, t'as pas besoin forcément de le faire réchauffer puisque c'est des conserves. T'as des plats en sauce avec du riz. Les conserves, ça se conserve très longtemps justement. T'as qu'à voir la vidéo de la ration que j'ai mangée qui était périmée depuis belle lurette, hein. Ça, c'est super intéressant aussi. Si tu veux faire des réserves, par exemple, ou si tu manges pas un truc, bah, tu sais que tu peux le conserver pendant des années après. C'est un petit peu plus cher, mais c'est intéressant aussi. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être super aliment, les cacahuètes, tu vas avoir le saucisson, tu vas avoir la viande séchée, tu vas avoir le foie de morue, tu vas avoir le pâté de singe, tu vas avoir tous ces super aliments qui sont hyper caloriques que tu peux après complémenter avec des plantes sauvages si tu connais bien les plantes sauvages. Comme ça te fait un apport calorique intéressant et en même temps tu vas avoir des fibres pour pouvoir digérer tout ça, sachant que tu as des super plantes aussi qui sont nutritionnellement parlant aussi très intéressantes, comme l'ortie par exemple. Si tu pars sur ces plantes, justement, il faut que tu sois à 100% sûr de la plante que tu vas cueillir et que tu vas consommer. Il faut que tu aies tous les facteurs réunis. Les plantes, faut pas se tromper avec, parce que ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux et même mortel, hein. Tu as certaines plantes que tu peux confondre assez facilement et qui deviennent mortelles. Donc, je ne t'invite pas à consommer des plantes de la famille des apiacées, par exemple. Ça, c'est hors de question. Si tu ne les connais pas, tu aurais trop de risques de te
te tromper. Reste sur des plantes qui sont très basiques, très communes, comme le plantain, l'ortie, tout ce qui va être l'amiacée. Tu peux trouver, selon les endroits où tu es, de la grande consoude officinale qui se cuisine très très bien, qui apporte des goûts aussi très différents, qui est nutritionnellement parlant très intéressante aussi. Tu vas pouvoir trouver du nombril de Vénus, qui est hyper riche en minéraux, que tu peux utiliser aussi pour autre chose, comme faire des pansements par exemple. Tu vas pouvoir retrouver du noisetier quand c'est la saison et donc récupérer toutes les noisettes. Tous les arbres qui donnent des fruits à coque aussi, c'est super intéressant. En plus, à l'état sauvage, enfin, je te raconte pas la qualité et la valeur nutritionnelle en fait du produit par rapport à ce que tu peux retrouver sur le marché. Si tu veux un apport en glucides aussi, tu peux très bien aussi prendre de la farine par exemple. La farine, c'est super intéressant parce qu'avec la farine, tu peux faire plein de choses. Tu pars sur la même base, farine, eau, sel, et puis de l'huile si tu veux rajouter un petit peu d'huile dedans. Mais rien qu'avec ça, tu peux faire du pain, des chapatis, des banidogs, tu peux faire des gnocchis, des tagliatelles, tu peux faire plein de trucs. Donc même si au final ton produit reste le même, ton cerveau va pas identifier les choses de la même manière si tu la prépares différemment. On en vient à l'alimentation en eau. Tu t'es mis à proximité d'une source d'eau, il va falloir que tu puisses la récupérer. Sachant que avant, tu as trimballé dans ton sac aussi des gourdes. Ce que je te conseille d'avoir quand même comme gourde, c'est des gourdes de 1 litre. Tu peux prendre des gourdes 1 litre en plastique, sans bisphénol bien sûr. Comparé à une gourde en inox, ça va être plus léger. Alors bien sûr, si tu prends en plus une gourde en inox simple et paroi très fine, dès qu'elle va tomber par terre, elle va avoir des pocs. Alors que le plastique est un petit peu plus solide. En plus, il existe certaines gourdes qui sont en plastique souple, blanc, opaque. Mettre ta lampe dessus et créer une lanterne. Et je te conseille d'avoir au minimum toujours 2 gourdes de 1 litre. Il va te falloir une gourde pour récupérer l'eau sale et une gourde, donc distincte, pour pas te tromper, pour pouvoir mettre l'eau qui va être purifiée dedans. Tu t'assures d'avoir toujours ces 2 contenants et de ne jamais te tromper par rapport à ça. L'avantage d'une gourde inox, c'est que tu vas pouvoir la mettre sur le feu directement, faire cuire tes aliments dedans ou alors faire bouillir ton eau. On en vient à la consommation de l'eau que tu vas récupérer. Il ne faut surtout pas récupérer l'eau et la boire telle quelle. Ça, c'est hors de question. Même si tu te retrouves en haut d'une montagne, que tu penses être sur la cascade, tu récupères de l'eau, qui te dit qu'il n'y a pas un animal qui est mort en amont? Et après, tu risques de choper le giardia. Pars du principe qu'elle n'est pas potable et qu'il faut absolument la purifier. Pour pouvoir purifier l'eau, donc des pathogènes organiques, il existe plusieurs méthodes, d'où les gourdes de 1 litre, les pastilles de purification, en général la posologie c'est pour 1 litre, donc comme ça c'est clair, tu peux pas te tromper, t'as pas besoin de faire des calculs d'apothicaire pour savoir exactement quelle quantité de comprimés tu vas mettre dans ton eau. Il existe des pailles de filtration qui vont filtrer aussi les pathogènes organiques. Il existe des petits stylos type Steri-Pen qui fonctionnent aussi très bien, donc je t'invite à voir justement la vidéo que j'ai fait sur le sujet pour présenter justement le Steri-Pen. Tu peux bien sûr faire bouillir ton eau à 100 degrés, garde en tête 100 degrés, la température d'ébullition, parce que c'est pas toujours le cas. Une fois que tu as fait tes pathogènes organiques, n'oublie pas aussi de filtrer tes pathogènes chimiques. Et pour filtrer tes pathogènes chimiques, rien de mieux que le carbone. Si tu restes longtemps sur une zone, tu peux créer un filtre contre les pathogènes chimiques permanent. Après, bien évidemment, rappelle-toi que ce n'est que pour le chimique. Et donc du coup, tu vas devoir utiliser une des autres méthodes que j'ai citées précédemment pour purifier ton eau et que tu puisses la consommer. On arrive au terme de cette vidéo et bien évidemment, avant de terminer complètement la vidéo, je te fais un petit bilan de ce qu'il faut que tu retiennes absolument. Retiens en priorité qu'il faut que tu te prépares pour passer un super bivouac. Qui dit préparation, dit si tu n'as jamais fait de bivouac avant, pour pouvoir gagner en confiance, tu peux commencer dans ton jardin et puis après aller un petit peu plus loin et encore un petit peu plus loin, tu vas être de plus en plus à l'aise, etc. Mais prépare bien aussi tes affaires et n'utilise que des affaires dont tu sais te servir. Ça, c'est primordial. Ne te mets pas dans des situations qui te mettraient potentiellement en danger. Essaye d'anticiper un maximum de choses pour ne pas te retrouver en situation de survie. La situation de survie, c'est quoi? C'est quand ton
pronostic vital est engagé. Et nous, ce qu'on veut éviter justement, c'est d'avoir son pronostic vital engagé. N'oublie pas aussi de prévenir tes proches si tu sais que tu vas partir un peu loin pour savoir combien de temps tu pars, où est-ce que tu pars, parce que si jamais il t'arrive quoi que ce soit et que tu n'arrives pas à les joindre, au moins ils sauront où est-ce que tu es, quand est-ce que tu es parti, quand est-ce que tu devais revenir et ils pourront appeler les secours pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre ce que tu en penses dans les commentaires, à poser des questions éventuellement. Si tu veux plus d'informations, envoie-moi un petit message. Je serai ravie de t'envoyer le lien de nos stages si tu veux partir en stage avec moi. Et puis, en attendant, je te dis à la semaine prochaine.